L'actualité à la une ce soir, le soutien des partenaires au développement au Burkina après les élections réussies et l'attaque du 15 janvier. Roch-Marc Christian Kaboré l'a reçu au cours de son séjour éthiopien où il a échangé avec les ressortissants burkinabés sur place. C'est l'un des points du conflit de génération remarqué aujourd'hui, la manifestation de câlin qui ne fait pas l'unanimité au sein de la société burkinabé. Il est pourtant présenté comme un remède au stress. C'est le dossier de cette édition. Les favoris aux primaires de la présidentielle américaine surpris la nuit dernière aux États-Unis. Donald Trump a perdu côté républicain à l'Iowa alors qu'Hillary Clinton l'emporte sur le fil. Les images dans cette édition. Bonsoir à tous, merci de suivre les 20h de la télévision de Burkina. En marge de son séjour éthiopien, le président du Faso a rencontré plusieurs personnalités, la conseillère Afrique de François Hollande, le président guinéen Alpha Condé ou encore le commissaire européen au développement, Souleymane Sanou Fousseni-Kindo. À Addis Abeba, le président du Faso n'a pas que seulement pris part aux travaux du sommet des chefs d'État africains, Roch-Marc Christian Kaboré s'est aussi entretenu avec des partenaires au développement qui s'engagent à soutenir le pays après la réussite du processus de transition et l'organisation d'élections démocratiques. Parmi ces partenaires, l'Union européenne, les États-Unis. Dans la capitale éthiopienne, le président du Faso a eu un entretien avec Hélène Le Gall, conseillère Afrique de François Hollande. L'entretien a porté sur la nécessité de réorganiser les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso avec l'appui de la France dans la formation de ces forces. Sécurité et développement vont de pair et l'Union européenne s'engage à soutenir le pays dans sa volonté de créer les conditions d'un pays épanoui et prospère. Et c'est le commissaire européen pour le développement, Neve Nimika, qui est venu le signifier au président du Faso. Le président du Faso qui a également eu un entretien avec son homologue guinéen. Pas grand-chose n'a filtré de la rencontre entre les deux chefs d'État. Roch-Marc Christian Kaboré a également eu des échanges avec les ressortissants burkinabés d'Éthiopie. Le président du Faso leur a parlé de son programme pour les jeunes et la sécurité, le développement agricole et la précarité. Les femmes sont aussi les points qui ont été abordés au cours de cette rencontre. Explication, Souleymane Sanou Fousseni-Kindo. Une réunion de famille. Ainsi peut-on qualifier la rencontre des Burkinabés d'Éthiopie avec le président du Faso. Ils sont pour la plupart des fonctionnaires en poste à Addis Abeba et dès l'entame des échanges, ils avouent ne pas être venus avec des doléances, mais avec des idées afin de contribuer au développement de leur pays d'origine. Pour leur porte-parole, André Nonguierma, la communauté burkinabé d'Éthiopie, très attachée à la mère patrie, propose la mise en place d'un fonds de développement de l'énergie financé par la diaspora pour venir à bout des difficultés énergétiques. Également, les Burkinabés d'Éthiopie proposent l'organisation d'un forum de la diaspora burkinabé pour capitaliser les énergies, mais aussi l'expertise des compatriotes dispersés à travers le monde. Le président du Faso, de son côté, dit être venu leur apporter les nouvelles du pays. Des nouvelles dominées par les récentes attaques des terroristes et d'anciens soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Pour Roch-Marc Christian Kaboré, lui et son équipe tiennent à rassurer les compatriotes et les partenaires du Burkina Faso de leur volonté à renforcer la sécurité pour construire un Burkina Faso de quiétude et de sérénité. La question de la déstabilisation, bon, ça je crois qu'on n'a pas besoin de dessins pour le comprendre, mais en même temps, ça veut dire que c'est deux choses que nous devons faire en même temps, et c'est ce que nous discutons avec nos partenaires. Nous devons renforcer le potentiel de notre armée, donc ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent là-bas. Et en même temps, nous devons travailler à le développer. Ça veut dire qu'il faut mettre de l'argent aussi dans tous les problèmes de développement économique et social dont nous parlons maintenant. Et je crois que c'est le travail que nous allons faire en vous disant que nous sommes conscients que les questions sécuritaires seront des questions fondamentales pour nous sur les étapes à venir, comme nous dit, jusqu'à ce que nos adversaires aussi soient fatigués. Dans un jeu de questions-réponses, Roch-Marc Christian Kaboré et sa délégation ont tenu à apporter la lumière sur toutes les préoccupations soulevées à cette réunion de famille. Et c'est tout heureux d'avoir été entendus et compris que les Burkinabés vivant au pays de Haïlé Sélassié ont difficilement dit au revoir à leur président. Pas plus que Roch-Marc Christian Kaboré, qui s'était fait des amis et pas des moindres.
Et la question de l'énergie, justement, reste un secteur prioritaire qui demande financement. Une opération spéciale de soutien à l'électrification solaire vient d'être lancée. Elle concerne aussi bien les ménages que les petites et moyennes entreprises, mais elle a besoin de financement. Le ministre en charge de l'énergie en a parlé ce matin avec les établissements financiers. Issa Kafando, Tanga Kafando. La rencontre entre le ministre en charge de l'énergie et les premiers responsables des institutions bancaires et financières vise à trouver les modalités de la mise en œuvre de l'opération spéciale de soutien à l'électrification solaire. Une opération initiée par le gouvernement en vue de valoriser l'énergie solaire, réduire la dépendance des ménages et des PMI-PME vis-à-vis de l'énergie classique et leur permettre de créer des emplois. L'idée, c'est que nous allons regarder dans l'ensemble des appareils dans les ménages qui peuvent être mutés sur le solaire, de sorte à pouvoir diminuer la pression sur le réseau de la Sonabel, de sorte à pouvoir libérer une partie de la puissance pour que les industriels aujourd'hui qui ne peuvent pas utiliser directement le solaire puissent utiliser pour leurs besoins. Et sur la table de discussion, les mécanismes de financement de l'opération, le montant des crédits, la durée, le taux et la fiscalité. Et l'essentiel est de trouver un terrain d'entente pour alléger la facture d'électricité et réduire au minimum les délestages. Il s'agit de voir dans quelle mesure on peut faciliter l'accès au crédit aux ménages, d'une part, et aux PME, d'autre part, pour leur permettre d'acheter des kits photovoltaïques. Après les conclusions de ces échanges, l'opération devrait débuter les prochaines semaines avec l'espoir de disponibiliser l'énergie pour plus d'emplois. Espérons, Tanga Kafando, que ce projet va permettre l'électrification de tout le pays, y compris les zones humides qui préoccupent aujourd'hui. Ce mardi, le monde célèbre justement les zones humides avec un point d'honneur sur leur protection et leur restauration. Jean-Eudes Bayala, Kadisanogo. Depuis 1997, le 2 février de chaque année est consacré à la Journée mondiale des zones humides. Le Burkina Faso n'est pas en reste. Le thème de l'année 2016, sous la bannière « Les zones humides pour notre avenir » est « Mode de vie durable ». Ce thème a été choisi pour démontrer le rôle vital des zones humides pour le bien-être actuel et futur de l'humanité et promouvoir l'utilisation rationnelle de tous les types de zones humides. Cette journée offre l'occasion de mener le plaidoyer auprès des décideurs pour les convaincre que la réduction de la pauvreté passe en réalité par la protection et la restauration des écosystèmes tels que les zones humides. La communauté internationale a senti la nécessité d'intégrer et de valoriser les zones humides parce que les zones humides contiennent des richesses, aussi bien en eau, en ressources halieutiques, en flore, en faune, etc., d'importance pour l'alimentation, mais également pour la santé, etc., des populations. Donc, on a instauré depuis 1971 une convention pour gérer durablement ces zones humides. Donc, la convention a été adoptée le 2 février 1971 à Ramsar, c'est en Iran. Et donc, chaque année, le 2 février, nous nous retrouvons pour célébrer ça. À l'occasion, des certificats d'inscription sur les sites Ramsar, du bassin de Nakambe-Mané et du barrage de Tougouri ont été remis. Pour marquer cette journée, une conférence publique sur les zones humides est prévue. De l'autre côté, les organisations de la société civile évaluent l'ECOWAP, l'instrument d'évaluation de la politique agricole de la CEDEAO, lancé en 2005. Ces OSC préparent leur participation à l'élaboration du programme national du secteur rural 2. Au cours de la rencontre, les meilleures œuvres journalistiques sur l'agriculture familiale ont été distinguées. Salifou Belem, Yolande Lompo. Sur les 4 œuvres en catégorie télé, 5 en radiodiffusion, 9 en catégorie presse écrite et presse en ligne, soumis à l'appréciation du jury Prix Kobo 2015, seuls 2 ont été primés. Ainsi, Gaussou Nabaloum et Ouaboué Bakwan, qui ont obtenu respectivement les notes de 15 et 14 sur 20, empochent chacun une somme de 500 000 francs CFA, un trophée et une attestation. Ce prix contribue à mettre en lumière les problèmes vécus par les éleveurs, les acteurs du pastoralisme au niveau du Sahel, et être récompensé à cette 2e édition du prix Kobo est quelque chose de très important pour nous. Aucune œuvre en catégorie télé n'a été retenue.
Le prix Kobo, qui récompense les meilleures œuvres journalistiques dans le domaine de l'agriculture familiale, s'inscrit dans le cadre de la campagne Cultivons que mène Oxfam et ses partenaires. Cette deuxième édition a connu une légère innovation avec la prise en compte de la presse télévisée. Malheureusement, un prix n'a pas été lié au fait que les thèmes évoqués par les compétiteurs n'étaient pas vraiment en lien avec le contenu des termes de référence. Cette cérémonie a été mise à profit pour également partager les conclusions de la conférence internationale de la politique agricole de la CEDEAO avec les organisations de la société civile. Du matériel pour l'assainissement de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un geste de l'association Belenwen Tiga Belwet. Le lot a été remis à 16 groupements de la ville de Sia dans le cadre du projet dénommé Les jeunes et les femmes de Bobo s'unissent pour la ville propre. Bitibienaon, Moussa Sanon. Des tricycles, des charrettes à traction asine, des brouettes ou encore des pelles. Voici le lot de matériel que l'association Belwet offre aux 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso et à Farakoba, un village rattaché. D'un coût de 31 500 000 francs CFA, ce lot de matériel est destiné à lutter contre l'insécurité et à procurer 40 emplois permanents aux 16 associations bénéficiaires. Vraiment, nous sommes très contents pour ce geste. C'est un projet vraiment qui va aider toute la population à recouvrir un temps soit peu la santé, car l'hygiène, sans hygiène, il n'y a pas de santé. J'attends des bénéficiaires vraiment la rigueur dans la gestion et aussi l'acceptation d'une évaluation. Nous n'avons pas fait ce geste-là pour d'autres ambitions que de réussir à réellement apporter de l'emploi aux jeunes et aux femmes. Cette initiative de l'association Belwet entre dans le cadre d'un projet dénommé Les jeunes et les femmes de Bobo-Dioulasso s'unissent pour une ville propre, une initiative bien appréciée par les autorités. C'est une joie pour moi de voir déjà un acteur qui me devance sur les faits. On le dit, quand on te lave le dos, il faut savoir te laver le ventre. Et aujourd'hui, nous tenons à dire merci à Sa Majesté pour l'action qu'il vient de poser. Et nous, en tant que ministère technique, nous nous envoyons de le rassurer de notre engagement à l'accompagner et aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Pour encourager les populations à adhérer à ce projet de ramassage de leurs ordures, les 1000 premiers ménages bénéficieront d'un mois d'abonnement gratuit. L'engagement est pris par l'association Belwet qui espère étendre bientôt ses actions à d'autres villes du Burkina et dans d'autres domaines. Un travail d'assainissement qui permettra d'éviter la circulation de virus comme le virus Ebola, par exemple. 3 ONG ont d'ailleurs un plan de riposte. Il repose essentiellement sur la formation des équipes de prise en charge. Nongba Kouda, Nathalie Sawadogo, Anabaloum. C'est une formation pratique qui concerne uniquement les équipes de santé qui vont travailler dans les centres de traitement Ebola de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Une formation de simulation qui va leur permettre de s'entraîner sur des cas fictifs. À cause de la haute concentration du germe, il faut des gens vraiment bien outillés pour éviter de se contaminer et éviter que les malades aussi contaminent d'autres personnes. Cette formation va mettre l'accent sur le circuit du patient parce que ce n'est pas comme dans les services ordinaires ou bien dans le traitement des maladies ordinaires parce que cette maladie est spéciale en ce sens qu'il faut un circuit spécial pour les malades. Aussi, le nursing des patients, la prise en charge, le volet assainissement, parce que tout ce qui entoure le malade et les soignants doivent respecter un certain nombre de règles. Aussi, les déchets médicaux doivent être traités d'une façon spéciale. Cette formation prévue du 2 au 12 février pour les 2 centres a pu se tenir grâce à l'ONG Alliance pour l'Action médicale internationale et la Croix-Rouge avec le soutien financier de l'Union européenne. Le ministère envisage la mise sur pied d'une équipe pour la région des Cascades. À ce plan de riposte, il faut ajouter celui qui vise à éliminer la déficience visuelle. La stratégie 2016-2020 est en validation pour prendre le relais du plan de 2009. Associations, ONG, partenaires techniques et financiers échangent sur la question sous l'impulsion du ministère de la Santé. Pawan Derogo, Janzongo, Ini, Walkwe, Janine Kambiri. Les pathologies cécitantes les plus fréquentes au Burkina sont la cataracte, le trachome, le glaucome et la vitaminose A.
Selon une enquête réalisée en 2011 par le ministère de la Santé, plus de 8% des personnes de plus de 50 ans sont touchées par la cécité et 17% vivent avec une basse vision. La Direction générale de la santé lance la réflexion pour amender et valider le plan stratégique de santé oculaire 2016-2020. Nous avons voulu poursuivre en élaborant un plan de lutte contre la cécité 2016-2020 afin justement de poursuivre les succès que nous avons eus les 5 années passées. Donc il faut se dire que c'est en collaboration justement avec dans la même dynamique que l'OMS qui dans la vision 2020 que nous avons élaboré ce présent document-là. L'objectif du plan stratégique 2016-2020, qui fait suite à celui exécuté entre 2009 et 2013, est de poursuivre la lutte et de venir à bout de la déficience visuelle à ses différents degrés, d'autant plus que la cécité constitue une des causes de handicap au Burkina Faso. Voici un remède contre le stress qui s'apprécie différemment. Le câlin permet d'extérioriser un sentiment d'affection, mais son expression reste sujet à controverse dans un contexte où se mélangent tradition et modernité. Lamine Karantao, Mirel Carole Tougouma. Il est question là du câlin, marque d'affection d'une personne envers une autre. Le câlin trouve sa place dans notre quotidien en toutes les circonstances de la vie. Dans les moments de joie ou de peine, rien de plus réconfortant qu'un signe de tendresse. Cependant, dans un contexte où se côtoient tradition et modernité, on n'a souvent pas le même regard ou la même manière de témoigner son affection à ses parents ou simplement à son conjoint. Ça ne me gêne pas de marcher dans la rue, mais avec mon mari. Au contraire, c'est un plaisir pour moi. On ne peut pas le faire dans la rue, mais je l'aime parce qu'avant nous, on ne peut pas tenir comme ça. Mais on aime notre mari de notre manière. L'affection est là. C'est comme un courant. Autre temps, autre mœurs. Et si dans la réalité d'aujourd'hui, il est banal, voire normal de tenir la main de son conjoint, le regard des anciens sur la question est tout autre. Les Africains et les Européens n'ont pas les mêmes pratiques culturelles. Les Blancs se donnent des accolades pour exprimer leur affection. Pourtant, chez nous, dans l'ancien temps, tu ne dois même pas fixer dans les yeux quelqu'un de plus âgé que toi. Si tu le fais, tu seras traité d'effronté et pour traduire ton affection, tu dois baisser la tête. Mais chez les Blancs, si tu ne regardes pas la personne en face, on dira que tu ne l'as pas considéré. Alors que ce soit à la manière moderne comme le câlin protecteur, la tape dans le dos, l'accolade, ou tout simplement à la manière ancienne, l'important est de se remonter le moral. Car selon Antoine Pellissolo, la légende dit que celui qui offre un câlin ajoute une journée de vie à celui qui le reçoit. Le ministre de la Culture et du Tourisme continue de rassurer sur la fréquentation des sites touristiques du Burkina. Il était à Gawa, à Loropéni et à Obiré où il a constaté les potentialités touristiques de la région du Sud-Ouest. Il a noté aussi les difficultés que le secteur rencontre sur place. Justin Karambiri, Issa Kanana. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à la découverte du patrimoine culturel et touristique du Sud-Ouest. Dans les sanctuaires des rois Gants à Obiré, sur les ruines de l'Europénie, classées patrimoine mondial de l'UNESCO en 2009, ainsi qu'au musée des civilisations des peuples du Sud-Ouest, c'est un pan de l'histoire de la culture du pays Lobi qui a été présenté au ministre Tahirou Bari. Ma tournée m'a permis de découvrir les potentialités, les richesses touristiques et culturelles de la région du Sud-Ouest. Il y a véritablement des œuvres touristiques assez symboliques qui traduisent l'esprit, l'âme et la mémoire du peuple Lobi. Une tournée qui a également permis aux premiers responsables du département de la culture d'avoir des échanges directs avec les acteurs culturels et touristiques de la région. Le pays Lobi regorge de beaucoup de sites touristiques. Et ces sites touristiques-là ne sont pas valorisés. Donc nous avons demandé au ministre s'il peut donner les moyens à la direction régionale de la culture. Et à travers la direction régionale de la culture, avec les guides, on pourra mettre ces sites touristiques-là en valeur. Promesse a été faite par le ministre Bari de se pencher sur ces difficultés afin que rayonne la culture Lobi.
Une culture dont les sillons avaient déjà été tracés par Madeleine Père, à qui le ministre a rendu un vibrant hommage. Au cours de son périple, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a rendu une visite de courtoisie au roi Gan et au chef de canton de Gawa. Face à ces dépositaires de la tradition, Tahirou Bari dit être venu solliciter leur accompagnement, collaboration et surtout bénédiction pour la réussite de la mission qui lui est assignée. Et puisqu'on parle de la culture, parlons à présent musique slam. Malika la slameuse se vend désormais sur le marché du disque. Slamazone est le nom de l'album qui comporte 12 titres. Il a été dédicacé ce week-end à Ouagadougou. Mokta Ouedraogo, Aruna Mare. Malika la slameuse déclame ici un flot de mots de son tout premier album Slamazone ou l'Amazone du slam. Présenté aux médias à la faveur de cette dédicace, l'opus de 12 titres a déjà séduit les fans. Mis à prix, ce mélomane a déboursé 300 000 francs CFA pour acquérir le premier CD de l'album. Entre Rakizatou, Malika Ouattara et le slam, c'est une question de passion. Il a le regard d'un charmeur, le sourire d'un corrupteur et la carrure d'un basketteur. Il a le teint d'un noir, d'un blanc ou d'un métis, aussi captivant que le cannabis. C'est le genre de mec qui vaut tous les sacrifices. Le slam pour moi, c'est d'abord une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. C'est le moyen le plus facile pour partager des émotions, l'envie de jouer avec des mots. Donc le slam, c'est toute une vie pour moi. Le nouvel album de Malika la slameuse emballe les mélomanes dans des thématiques riches et variées comme la foi, la paix et l'amour. Le parrain, Maître Frédéric Passeri Tchétchenga, exhorte sa filleule à maintenir le cap. Je veux un homme qui soit beau, oui, mais qui résiste à toutes les go. Agressif quand il le faut. L'œuvre musicale de Malika est une autoproduction enregistrée en semi-live. Avec Slamazone, elle espère coller son style aux autres tendances musicales. Qui serait sensible à tous mes textes. Qui me conseille quand je me perds et me console quand je me vexe. Surprise, nous sommes à l'étranger. La nuit dernière, aux primaires de l'Iowa qui lance la course à l'investiture à la Maison-Blanche. C'est chez les républicains, Ted Cruz a renversé le grand favori des sondages, Donald Trump, par un score de 28% contre 24% pour Trump. Chez les démocrates, Hillary Clinton l'emporte sur le fil face à l'inconnu Bernie Sanders. La prochaine étape reste encore indécise. Surprise aux États-Unis, c'est finalement Ted Cruz qui termine en première position à l'issue du premier caucus républicain dans l'Iowa. Dans cette course à l'investiture, lundi soir, le sénateur du Texas a raflé près de 27,7% des suffrages, soit 3 points de plus que Donald Trump, qui serait donc battu de peu. Le milliardaire américain obtiendrait 24,4% des voix selon les résultats encore partiels. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, termine lui en 3e position avec près de 23% des suffrages. Sortie de route en revanche pour les 10 autres candidats en lice qui ne franchissent pas la barre des 10%. C'est le cas notamment de Jeb Bush, le fils de l'ancien président américain. Raúl Castro est en France pour une visite d'État de 3 jours. C'est la première visite d'un chef d'État cubain. Son séjour sera exclusivement économique alors que la France veut être l'allié numéro 1 de Cuba. Premier chef d'État occidental à visiter Cuba, tout juste après l'accord de normalisation des relations entre Washington et la Havane, François Hollande avait fait preuve de pragmatisme et de réactivité lorsqu'il s'est rendu sur l'île en mai 2015. Son objectif, faire de la France un partenaire politique et économique privilégié de Cuba. Les entreprises françaises opèrent déjà à Cuba. C'est le cas du groupe Pernod Ricard qui produit l'emblématique rhum Havana Club en association avec les Cubains. Il est le principal investisseur français. La France fait partie des 10 premiers partenaires économiques de Cuba, mais elle n'est que le 4e investisseur étranger derrière l'Espagne, le Canada et l'Italie. Dans le secteur du tourisme, les Français, 117 000 par an, bien qu'en hausse, sont par exemple très loin derrière les Canadiens qui eux représentent plus d'un tiers des 3,5 millions de visiteurs reçus dans l'île des Caraïbes en 2015, soit 17% de plus qu'en 2014. Or, Cuba n'offre que 63 000 chambres d'hôtel. Les autorités en espèrent émises sur 85 000 en 2020.
Mais pour développer le tourisme, il faut attirer des investisseurs étrangers. Les vacanciers européens et canadiens ont contribué à maintenir à flot l'économie de l'île pendant les 25 dernières années. À présent, ce sont les Américains qui débarquent en masse, malgré l'interdiction officielle de s'y rendre en tant que touristes. S'il est un secteur en manque d'investissement, c'est celui des télécoms, notamment d'Internet à Cuba. Jusqu'ici, à cause de l'embargo américain, les Cubains avaient accès à Internet uniquement grâce aux satellites et depuis février 2011, également grâce à la pose d'un câble de fibre optique depuis le Venezuela. Les États-Unis viennent de proposer aux autorités cubaines de tendre un câble entre Miami et La Havane. Seuls 150 000 Cubains ont pu se connecter chaque jour en 2015, alors que l'île compte 11 millions d'habitants. Ces derniers temps, les visites successives des ministres de l'Industrie et du Commerce des pays européens vont peut-être bien changer la donne, accompagnant le réchauffement des relations avec les États-Unis et les réformes économiques entreprises par les Cubains. Elles devraient rapidement se concrétiser. Tout est fait pour, en tout cas. Ici, la zone spéciale de développement économique de Mariel, qui offre aux entreprises étrangères des conditions fiscales avantageuses avec ou sans participation cubaine. Le projet est le plus ambitieux de ces 50 dernières années pour Raúl Castro. Le mandat d'arrêt émis par la justice militaire burkinabé contre Guillaume Soro et le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale sont à la une des quotidiens du jour, lus pour nous par Aimé Solange Guigma. La plupart des parutions du jour se penchent sur le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro. Peut-on trouver une solution politique à un problème judiciaire? S'interroge le pays. Pour ce journal, l'affaire des écoutes téléphoniques impliquant Guillaume Soro est avant tout un problème éminemment judiciaire, même s'il a des répercussions politiques évidentes. Le journal opte pour un règlement diplomatique de l'affaire, mais cela doit se faire dans la dignité et le respect mutuel entre les deux peuples. Aujourd'hui, au Faso nous fait savoir que les Burkinabés veulent intactes les relations entre les deux pays. Oui, pour garder intactes les relations séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, mais pas au détriment de la justice, nuant certains dans les colonnes d'aujourd'hui au Faso. Pour le journal Notre Temps, on s'achemine vers une levée du mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, tout simplement. Autre actualité abordée par les quotidiens du jour, le procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La défense pointe le rôle de la France et du Burkina, titre le quotidien. Paris est accusé d'avoir fourni des armes aux forces pro-Ouattara, malgré un embargo décrété par l'ONU, et d'avoir appuyé en sous-main l'offensive qui a mené à la chute de Laurent Gbagbo en avril 2011, explique ce journal. Maître Emmanuel Alti accuse Alassane Ouattara d'avoir préparé sa prise de pouvoir par la force avec l'aide de mercenaires recrutés dès début 2010 au Burkina, précise Notre Temps. Pour l'observateur Palga, ce procès va éclabousser bien des personnes et des gouvernements soupçonnés d'entreprises de déstabilisation contre un régime dont le seul tort est d'avoir mis les pieds dans le plat de la France-Afrique. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. Rudbini Ouattara vous retrouve à 22h15 pour la dernière édition du journal. À demain.